Alors, Nancy Goudreau, qui est titulaire d'un baccalauréat en commerce international de l'Université Concordia et d'un MBA Finance HEC, Nancy Goudreau est une professionnelle des affaires dynamique et chevronnée qui n'hésite pas à partager ses connaissances et son réseau pour soutenir les entrepreneurs et les causes qui lui tiennent à cœur. Nancy est une passionnée de l'entrepreneuriat, et forte de près de 25 années à collaborer au succès des PME. Elle se spécialise dans le financement et le développement des affaires. En mars 2022, elle s'est jointe à Desjardins où aujourd'hui, à titre de directrice générale, financement durable, elle contribue à l'avancement de l'intégration des facteurs ESG chez les entreprises via l'expertise de Desjardins et de ses partenaires, ainsi que via l'offre des produits financiers adaptés. Nancy Goudreau s'implique avec succès dans plusieurs réseaux d'affaires, particulièrement ceux qui favorisent l'avancement de la diversité dans le milieu des affaires et l'innovation, et elle siège également au conseil d'administration du Réseau des femmes d'affaires du Québec depuis plus de 5 ans. Alors Nancy, bienvenue. Donc avant de débuter notre échange, ce que je vous disais, j'aimerais mentionner aux participants que cet atelier est enregistré et donc sera disponible en différé. Ce serait très apprécié si tout le monde pouvait ouvrir les caméras, toujours plus agréable. Et il y aura une période de questions dans les 15 dernières minutes de notre atelier. Donc, je vous invite à cliquer sur la petite bulle de texte ou le bouton converser ou le chat, donc pour poser vos questions. Alors, Nancy, l'univers du développement durable évolue donc depuis plusieurs années, on le sait. Peux-tu nous parler de la raison d'être de ton équipe financement durable chez Desjardins et nous donner quelques clés de compréhension de ce qu'est le développement durable pour bien situer les gens? Hey, merci beaucoup. Très contente d'être là aujourd'hui. Très heureuse d'avoir autant de beaux publics qui. Je vous invite à poser autant de questions que vous voulez. J'ai du matériel probablement plus que pour l'heure qu'on a. Fait que vous inquiétez pas, je ne devrais pas manquer de rien. Alors, on peut commencer. Puis, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Puis, je vais vous donner la chance de voir un petit peu le matériel que je souhaite vous présenter. Justement, pourquoi c'est important. Fait que merci. Fait que le petit déroulement, donc pourquoi le développement durable chez Desjardins? Question que vous compreniez pourquoi c'est important pour nous. On est une des premières équipes de financement durable, donc pas finance durable, finance responsable, mais vraiment financement durable. Donc, notre raison d'être est vraiment d'aider nos membres clients qui sont à l'intérieur du service aux entreprises, donc le segment d'affaires service aux entreprises de Desjardins, à faire cette transition et à intégrer les facteurs ESG à l'intérieur de leur réalité. Pourquoi? Parce que nos membres clients nous le demandent. 79 de nos membres nous ont souligné qu'ils s'attendaient à ce que Desjardins soit un leader en développement durable. Et pour ça, notre équipe a été créée pour s'assurer que nous avions les ressources, les capacités de comprendre leur réalité et d'intégrer ça chez eux dans leur réalité à eux. De même, Desjardins étant une grande institution financière, on a également nous-mêmes, on a également nous-mêmes des ambitions. Alors, comme vous pouvez le voir, on s'est donné d'être carboneutre sur certains secteurs, donc d'ici 2040. Donc, nos opérations directes, donc c'est-à-dire les opérations de ce qu'on appelle le fameux scope ou portée 1. Alors, nos bâtiments, notre papier, le déplacement d'affaires, donc ce qui appartient à Desjardins. Également sur nos opérations étendues pour 2040, qui, eux, comprennent non seulement nos opérations de base, plus nos approvisionnements, le segment qui est important, c'est le financement et l'investissement de 3 secteurs clés. Donc, tout ce qui est en lien avec l'énergie, le transport et l'immobilier. Vous comprendrez que ça touche énormément de nos membres clients et c'est là que les portées d'émissions financières sont les plus importantes dans une institution financière. On y retrouve 75, 80, 85 de nos émissions financières sont essentiellement dans nos clients. Alors, pour ça que c'est important pour nous. Première chose que je vais faire, je vais démystifier la finance responsable. Vous allez voir, vous allez sûrement en avoir entendu parler. Je commence par vous expliquer que la finance responsable, c'est un grand chapeau et ça a plus de choses que ce qu'on entend. Plusieurs d'entre vous, finance responsable, vont dire investissement responsable. Eh non, ce n'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Donc, mais ce n'est pas interchangeable. La finance responsable est un chapeau. L'investissement responsable est un des segments. C'est un segment qui est plus analytique. C'est orienté vraiment vers la composition de portefeuille, majoritairement de grandes entreprises qui, elles, ont des informations publiques disponibles sur lesquelles on fait des analyses et on décide ou non de le mettre dans certains fonds. Pour Desjardins, si vous faites partie des gens qui investissent durable, vous pouvez penser à notre fonds sociétaire, par exemple.
Après ça, vous avez dans la finance responsable un autre segment. On peut l'appeler investissement responsable, pas investissement responsable, mais investissement d'impact, investissement durable. C'est la partie capital de risque. Donc, c'est-à-dire que là, je ne joue plus un rôle seulement, je prends une participation, je deviens actionnaire, je deviens administrateur, je deviens influenceur. Donc, je vous donne de l'argent, non seulement pour prendre des parts, mais pour également réaliser des projets. Et ces projets-là, à ce moment-là, ça me permet d'avoir une voix autour de la table sur quelle direction je souhaite que vous preniez, dans quel genre d'impact je veux que vous ayez. Donc, avez-vous un conseil d'administration? Allez-vous en avoir un? Avez-vous des politiques de responsables? Avez-vous une politique de relève? Bon, bien, ce genre de choses-là, je peux l'influencer. Je peux avoir de l'impact. Là, on est rendu dans le capital. Le financement durable, c'est le dernier morceau qui est un peu plus récent, un petit peu moins bien connu. C'est la partie d'utilisation de vos produits financiers standards, la marge de crédit ou d'opération de votre client, de votre entreprise, l'utilisation de votre prêt pour financer votre immeuble, l'utilisation de votre prêt pour financer vos équipements. Puis là, bien, ce que je viens faire, c'est que je viens influencer la façon dont vous allez vous comporter. Si vous utilisez un équipement plus éco-énergétique, peut-être que je vais vous le faire sur plus longtemps ou je vais vous donner un meilleur niveau de couverture. Donc, au lieu d'offrir 85 peut-être que je vais vous le faire à 90. Je peux toucher le taux d'intérêt. Ça, c'est le segment qui est le plus récent et qui est en pleine évolution. Puis là, bien, généralement, ça parle beaucoup aux entrepreneurs parce que les entreprises n'auront pas tous la possibilité d'être dans l'investissement responsable. Les entreprises n'auront pas tous besoin ou volonté d'avoir un crédit d'opération, puis probablement utilisation des prêts. Puis là, bien, ça nous permet d'être une grande influence. Deux petites choses que je voudrais qu'on commence. Premier élément, ça, c'est qu'on se démystifie et qu'on parle tous de la même chose. Développement durable, c'est le concept. Donc, ça s'applique à tout. L'individu, la compagnie, c'est un concept. 3 piliers. Pilier environnemental, tout le monde le comprend, celui-là. Pilier social, celui aussi. Je pense que les gens le comprennent relativement bien. Où est-ce que ça craint un petit peu, c'est que développement durable, le troisième pilier, c'est économique. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse quand même du sens économiquement. Une entreprise qui vient nous voir et dit, ben, ça fait 4 ans que je fais du développement durable et je suis déficitaire, c'est pas la réponse que je m'attends. Oui, on peut avoir des moments où est-ce qu'on a une profitabilité qui est variante parce qu'on investit dans le développement durable, mais le développement durable, c'est pas une raison pour être déficitaire. Concept. Quand on parle de la RSE, responsabilité sociale d'entreprise, responsabilité sociale d'organisation, pour ceux-là comme nous, qui est une organisation RSO, c'est l'intégration de qu'est-ce que vous allez faire en développement durable qui est pertinent pour votre entreprise et normalement, ceci est intégré à votre plan stratégique d'entreprise. Là, l'objectif, c'est pas de faire vivre le développement durable en parallèle de la vie d'entreprise, mais de l'intégrer dans vos opérations. Vous avez déjà pleinement d'éléments sur votre table. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre qui vit en parallèle. Ça doit être intégré. Donc, votre plan RSE, c'est un plan qui est intégré dans votre planification stratégique. Puis, dans certains cas, ça va être très fortement en E, environnement. Des fois, ça va être en S, social. Des fois, ça va être en G, gouvernance, dépendamment de la taille, de où est-ce que vous êtes et quelles sont vos priorités d'entreprise cette année-là ou les années subséquentes. Ça va bien jusque-là? Les fameux facteurs ESG, à ne pas confondre avec GES, bien que ce soit les mêmes lettres. Les facteurs ESG, c'est la façon dont se mesure. Donc, on utilise des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, pour déterminer comment on avance. Et dans la prochaine diapo, ben, je vais vous donner qu'est-ce que ça a l'air un critère ESG. Bougez pas, on y va. Ça, ce sont quelques exemples. Donc, on va aller affecter à savoir combien d'eau on utilise. Est-ce qu'on la gaspille? Est-ce qu'on en utilise pour la rendre moins intéressante dans l'environnement? Pensez par exemple à des gens qui font du nettoyage de voitures. Ben, l'eau, elle revient avec du savon. Elle revient peut-être pas dans le même état que quand elle est sortie du tuyau. La biodiversité, votre empreinte GES de gaz à effet de serre, donc c'est ce qu'on appelle la fameuse empreinte carbone. Mais ça, ce sont des mesures. Même chose après ça dans le sociétal, ben, ou la société, ou le social. Oups, encore une fois, je vais un petit peu trop vite. Vous allez avoir, par exemple, les normes du travail, équité, diversité, inclusion. Êtes-vous inclusif? Comment vous accueillez, par exemple, si vous êtes dans certains secteurs, on accueille des travailleurs de l'immigration, comment on les accueille, l'accessibilité sociale, les fameuses protections de la vie privée.
Vous ne voulez pas que vos informations de vos employés se retrouvent n'importe où, vous pourriez être à risque. Ou encore l'information de votre clientèle, comment vous protégez ça? Cybersécurité, ça s'adresse à tout le monde. Puis gouvernance, non, ce n'est pas seulement le conseil d'administration. C'est également vos politiques, le plan de relève, comment on assure la pérennité de l'entreprise. Elle continue. Est-elle pérenne, votre entreprise? Ce sont le genre de choses, le genre de critères qu'on va venir mesurer pour assurer que les risques sont bien encadrés. Ça va bien jusque-là? Si je ne vois pas de main levée puis je ne vous entends pas, j'assume que tout le monde comprend. L'autre chose aussi, c'est qu'on voit très bien que le SG, c'est très, très, très fréquent. Que je vous ai offert quelques petites manchettes récentes pour vous montrer que vous en lisez tous les jours dans les journaux, que vous regardiez TVA Nouvelles, Radio-Canada, la presse, enveloppe plein actuellement d'éléments qui sont en lien avec l'environnement, le social ou la gouvernance, qui sont pertinents à vous. Fait que, pensez-y, c'est des choses que vous allez voir assez fréquemment. Merci beaucoup, Nancy, c'est fascinant. Juste C'est une peut-être ici petite, qu'on veut peut-être, poser la première petite question. Est-ce que je ne sais pas si les gens nous ont ça a compris, l'air parce qu'on a un petit peu parlé en même temps. de Juste bloquer? faites-nous savoir en écrivant dans le chat, voilà, exactement, merci Emmanuel, quelles informations vous souhaiteriez venir, ou vous souhaitez venir chercher ici en assistant à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, nous, si on en voit, là, Nancy va se faire un plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Alors, Nancy, même si on comprend bien les bases du développement durable et les nuances autour de la finance responsable, c'est parfois difficile de bien cerner quelles opportunités existent pour nos PME. Peux-tu nous donner des exemples de ce qui est possible? Absolument. Écoutez, vous allez voir, il y a plein de choses qui est à votre portée que vous êtes tout à fait capable de prendre en charge. Alors, premier élément, je m'en vais. Pourquoi on s'intéresse au facteur ESG? Regardez, ce sont des petites statistiques parce que je pense que ça répond. Vous allez avoir des financiers comme nous qui vont l'utiliser pour vous évaluer. Vous allez avoir aussi des exigences de vos clients. On parle que 92 des clients disent qu'ils commencent à avoir des exigences sur les produits ou les services qu'ils utilisent. Vos employés, si vous faites partie d'entreprises qui embauchent, vous le sentez, hein? Les questions qu'on vous pose de la part des employés prospectifs sur ce que vous faites en développement durable, il y en a de plus en plus. Ben, la pérennité de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que si vous voulez en avoir, ben, peut-être que c'est des questions que vous devez être capable de répondre. On gère ces risques réputationnels, ces risques réglementaires. Par exemple, si vous êtes une entreprise en ce moment, une PME, qui avait plus de 40 millions de chiffre d'affaires, 250 employés et ou 20 millions d'actifs, vous êtes assujetti à la loi sur le travail forcé qui a été annoncée en janvier et qui doit avoir un rapport à partir de ce mois-ci. Vous n'êtes pas au courant, vous êtes à risque. Mais ce sont des genres de choses qui actuellement, ben, des PME, vous vous faites frapper beaucoup plus vite que vous pensez et ça arrive. Les pressions des parties prenantes, je vous en ai parlé, les employés, dépendamment de où est-ce que vous êtes, les PME avec léger, 25 des pressions proviennent des employés. Les employés demandent des environnements et des valeurs maintenant. Alors, c'est quand même important d'aller sonder qu'est-ce qui est important pour vous, comment vous allez y répondre, parce que ça peut avoir un impact sur comment vous allez garder la pérennité de votre entreprise, que ce soit par les employés, le type de client que vous allez aller chercher et retenir, et également ben, les impacts gouvernementaux, réglementaires. Alors, on continue. On est des financiers, on aime ça des chiffres. J'ai pensé que ça vous parlerait. Est-ce que c'est payant actuellement de faire du développement durable? Mais regardez, une étude qui a été faite par McKinsey, qui est sortie l'année passée avec 2300 entreprises. Ils ont regardé les états financiers entre 2017 et 2021. Quand même pas si pire, hein? Et on démontrait que si les gens avaient une croissance, une profitabilité et un développement durable supérieur, ils avaient une meilleure rentabilité parce que les trois étaient présents. Donc, ceux-là qui avaient les trois avaient généralement 10 de croissance supérieure par rapport à leurs pairs qui n'avaient pas les trois. Donc, n'incluaient pas nécessairement le développement durable. Ce qui veut dire que ça commence à être payant. Une autre étude qui a été faite par Bain & Company,
et EcoVadis, qui a été publiée en avril 2023, l'année dernière. Elle a été faite sur 80 000 compagnies privées et 27 000 compagnies publiques. On parle de plus de 100 000 compagnies. Ça commence à être intéressant. Ce qu'on indique là-dedans, par exemple, c'est que les entreprises qui prennent des efforts pour avoir un taux de satisfaction d'employés supérieur, donc avec des politiques de DI, des politiques d'encadrement au travail, le premier quartile, par rapport au dernier quartile, avait 6 de croissance supérieure en moyenne par rapport au dernier quartile. C'est important, là, 6 de croissance aujourd'hui. On regarde les entreprises qui ont des bonnes pratiques d'approvisionnement responsable, premier puis dernier quartile, 3 de BAYA. Là, on est directement dans la profitabilité. Les entreprises qui intègrent la diversité, les femmes, dans leur direction, on parle de 4 de BAYA. J'espère que ça vous parle parce que ça, là, c'est extrêmement puissant. On est en train de dire qu'on est capable de démontrer qu'économiquement, ça fait du sens de faire du développement durable et de l'intégrer dans nos opérations. De là, pourquoi on le fait? C'est quoi qui est disponible? Les avantages au niveau de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, de plus en plus, vos employés vont vous poser des questions. Les valeurs personnelles viennent affecter, c'est plus juste le salaire. Ils vont vouloir faire une différence. Le sentiment d'appartenance et l'engagement est augmenté, une meilleure productivité. Et tout ça parce que les gens se sentent encadrés dans une entreprise qui répond à leurs valeurs. C'est ça votre nouvelle main-d'œuvre. La génération des milléniaux, la génération la fameuse Gen Z, ils sont considérés comme étant les générations vertes parce qu'ils prennent des décisions avec des fils qui ne sont plus économiques. Ils vont prendre des décisions en fonction de leurs valeurs et ce sont des valeurs souvent durables. Ce sont celles qui n'ont pas 5 à mettre nulle part, mais ils vont prendre 5 pour aller prendre un café Starbucks durable, mais pas le 1 pour aller prendre un café de McDo. Parce que ce n'est pas durable pour eux. Hein? Faites attention à ça. Hein? Pensez-y. Ça peut être également des principes d'économiser pour l'entreprise. Donc, c'est positif pour l'entreprise. Si vous faites attention et vous faites de l'efficacité énergétique, si vous réduisez votre consommation d'énergie et vous sortez, par exemple, les énergies fossiles, vous réduisez votre consommation d'énergie ou vous utilisez la même consommation pour produire plus, votre coût n'augmente pas, mais vous avez un meilleur gain ou votre coût diminue pour le même revenu. Donc, profitabilité dans les poches. Des choses à regarder. Et vous avez des partenaires comme Énergie, comme Hydro-Québec, qui offrent même certaines subventions ou aides pour vous donner un coup de main à faire cette transition-là. L'économie circulaire, un autre exemple qui est à votre portée. Si vous utilisez plus de votre matériel, c'est-à-dire au lieu d'avoir 15 de rejet sur votre matériel de départ, vous n'en avez que 5, ça veut dire que vous avez 10 que vous réintégrez dans votre chaîne. Vous faites des meilleures marges. Vous avez plus. Si vous réutilisez ces éléments-là, puis je vais vous donner un exemple. On a eu un client qui est venu nous en parler. Ce qu'ils ont fait, c'est que l'entreprise faisait des crevettes. Hein, des crevettes, vous en achetez sûrement. Les belles petites coquilles qu'il y a dessus, là, quand on achète ceux-là qui ont juste la queue, on fait quoi avec? On l'envoie à l'enfouissement, ben, c'est des coûts. Ben, eux ont décidé de faire de la R&D. Ils en ont développé une farine. Et la farine est devenue un revenu. Pourtant, c'est le même déchet. Ben ça, c'est de l'économie circulaire. Et ce sont des choses qui vous permettent de valoriser, réutiliser, réintégrer et éviter de l'enfouissement. Et c'est à la portée d'une PME. Ce n'est pas juste les grandes entreprises qui peuvent faire ce genre de choses-là. Si vous êtes inquiet ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. On participe également dans le CIRIAC, qui est un laboratoire au niveau de l'économie circulaire. Alors, on est convaincu que ça fait partie des éléments qui vous concernent. Également, vous êtes une PME. Vous êtes probablement partie prenante d'une chaîne d'approvisionnement. Et cette chaîne d'approvisionnement-là, bien que le grand donneur d'ordre a peut-être des standards, des réglementations qui l'impactent, ben, sa porte étroite, c'est vous.
comme pour moi, ma porte étroite, c'est vous, chers membres d'entreprise. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous demander d'avoir des comportements et je vais choisir les partenaires ou les fournisseurs que je vais avoir en fonction de ces comportements-là. Ben, si vous êtes déplacé d'une chaîne d'approvisionnement parce que vous n'y êtes pas prêt, puis que votre concurrent l'est, combien difficile ce sera pour vous de rentrer dans cette chaîne d'approvisionnement-là? Et c'est des choses très simples. En ce moment, souvent, ce que nos entreprises cherchent ou nos grands donneurs d'ordre, c'est qu'est-ce que vous faites? L'avez-vous documenté? Et je n'ai pas encore rencontré une entreprise qui ne faisait pas quelque chose. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, vous ne le documentez pas, mais vous faites tout quelque chose. Que ce soit des politiques, des plans de relève, la façon dont vous assurez les différents partenaires que vous avez autour. Ça peut être par la réinsertion sociale d'employés. Ça pourrait être parce que vous avez rapproché votre chaîne de fournisseurs à proximité. Avec la COVID, on a été frappé par ce genre de choses-là. Ou ça peut être carrément parce que vous faites des éléments d'économie circulaire pour réduire votre empreinte environnementale. Pensez-y, c'est des choses qui arrivent beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Le défi de la gouvernance. On va dire, ah, PME, on pense qu'on a tout ce qu'il faut. Mais regardez les belles statistiques qu'on a. On a 43 des organisations au Québec dont la gouvernance, c'est le principal risque. La gouvernance, ce n'est pas juste d'avoir un conseil d'administration. Est-ce que votre conseil d'administration est diversifié? Est-ce que votre conseil d'administration ou votre comité aviseur comprend des personnes qui ne sont pas la famille si vous êtes une entreprise de petite taille détenue par la famille? Est-ce que vous avez un plan de relève? Que vous arrive-t-il si vos employés clés, pas juste la direction, vos employés clés tombent? Y a-t-il quelqu'un qui peut reprendre le relais? Est-ce que responsablement, vous avez surveillé votre chaîne d'approvisionnement? Qu'arrive-t-il s'il y a un matériel critique puis la personne ne veut plus vous fournir? Avez-vous des options? Et ça, c'est tout de la gouvernance. Alors, regardez, là, 70 des PME considèrent que le CA contribue à sa performance stratégique et financière. C'est positif d'avoir de la bonne gouvernance. Ça donne des bénéfices. Ne vous inquiétez pas, cette présentation-là, vous allez l'avoir. Je ne passe pas à travers toutes les diapos. Je veux vous donner plus de matériel que moi, mais je ne passerai pas à travers tous les éléments qui sont dans chacune des diapositives. Alors, je continue. Un des éléments que je veux que vous vous rappeliez, c'est qu'il y a un coût à l'inactivité. Ce qu'on voit ici, là, c'est que si vous agissez maintenant, ça a un coût. Puis, vous agissez maintenant en 2027, vous allez vous apercevoir que ça a un coût X d'avoir un impact de moins de 1,5 degrés, moins de 2 degrés, moins de 3 degrés. Le même travail, si vous le faites en 2037, regardez l'augmentation du coût pour faire la même chose. Donc, de se mettre en action maintenant, là, c'est important. Il faut choisir ce qui est important pour soi, ce qui est réaliste, ce qui est accessible, mais l'inaction n'est pas une option. 15 fois supérieur si on attend 10 ans pour faire la même action qu'on aurait dû entreprendre aujourd'hui. 15 fois supérieur le coût. Est-ce que vous allez avoir 15 fois les revenus puis le bénéfice dans 10 ans pour être capable d'absorber ce coût-là? Et ça l'assume que votre chaîne d'approvisionnement, vous ne l'aurez pas forcé avant. Parce qu'ils vous auront dit, ben moi, je n'achète plus, par exemple, de peinture qui n'est pas biodégradable. Ou je ne ferai plus affaire avec des entreprises qui ne sont pas diversifiées. Donc, tous les employés ne sont pas toutes des personnes de même profil. Qu'est-ce que vous allez faire? Des bonnes questions à se poser, hein? L'importance de demeurer agile. Alors, je vous en ai parlé, les bénéfices que vous pouvez avoir. Il y a des bénéfices importants que vous pourriez aller retirer au niveau financier. La rétention de clientèle et de talent. Vous le savez, hein? Les 3 principaux enjeux d'une business en ce moment, c'est quoi? On veut être profitable, parce que si on n'est pas profitable, on n'existe pas. On veut avoir des employés, parce que si je n'ai pas d'employés, je ne fais rien, je ne peux pas vendre rien, donc je n'ai pas d'argent. Puis je vais avoir des clients, puis je vais les retenir parce que c'est eux autres qui vont payer pour ce que mes employés vont faire pour que je puisse faire de l'argent. Ben, quand vous travaillez dans le développement durable, si vous le faites de bonne façon, ça va aller frapper directement là. Et en ce moment, il y a des subventions, il y a des produits financiers avec des indicateurs de performance qui sont disponibles pour vous donner ce coup de main-là, pour vous engager dans certaines directions. Les exigences réglementaires changent et évoluent. Vous avez vu, des standards ont commencé à être mis en place. Oui, ça frappe la grande entreprise en premier. Cependant, si vous êtes dans des industries qu'on appelle
plus aplati au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Pensons par exemple à l'aéronautique. Après 2 ou 3 niveaux d'approvisionnement, donc vous avez le grand donneur d'ordre qui travaille avec un premier niveau qui est son tiers 1, puis le tiers 1 qui travaille avec son premier niveau qui est rendu le tiers 2 du grand donneur d'ordre. Des fois, rendu au 3e, 4e niveau, tu es déjà rendu dans la PME. Ben, eux se font frapper maintenant. Et c'est pour ça que vous allez avoir des grands industriels qui vont s'engager, comme vous l'avez peut-être entendu parler avec Décarbone Plus. CAA s'est engagé à mettre des cohortes de ses fournisseurs dans Décarbone Plus parce qu'ils souhaitent que sa chaîne d'approvisionnement se décarbone. Et ce sont des PME. Il y a des standards internationaux. Si vous faites partie des gens qui exportent et que vous allez vers l'Europe, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Et il y a déjà des exigences en lien avec la PME. Alors, vous êtes déjà rendu là ou c'est quelque chose que vous aspirez à faire, c'est important d'avoir une certaine vigilance et de bien comprendre. Vous pourriez vous fermer certains marchés actuellement qui sont beaucoup plus avancés que ce qu'on a en Amérique du Nord. Et finalement, bien, il y a des risques. Si vous ne prenez pas action, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez vous sortir vous-même de votre propre chaîne d'approvisionnement, limiter vos accès à certains marchés. Puis, la réalité des choses, il y a un coût à l'inaction parce que l'action que vous allez devoir faire, si vous êtes poussé plus rapidement, elle pourrait vous coûter beaucoup. Alors, ce sont des choses que je tiens à ce que vous ayez et que vous pensiez, que vous sachiez que pour la PME, il y a plein d'opportunités de se démarquer. On est agile. On n'a pas le gros bateau de la grande entreprise. Hein? Desjardins, ça ne tourne pas sur une scène, là. Une PME, on peut. On est capable de faire des petits pas qui sont très appropriés, qui n'ont pas nécessairement des coûts astronomiques, mais qui peuvent vous démarquer de certaines autres concurrents, de certains concurrents. Qu'est-ce qui est pertinent pour vous? Comment vous allez vous démarquer? Et une fois que vous allez être rendu dans cette chaîne d'approvisionnement-là, vous continuez d'évoluer et de progresser. C'est ça le message qu'on a pour vous aujourd'hui. Fait beaucoup d'opportunités pour nos jeunes entreprises. Quelques exemples que je voulais vous montrer. Quant au système, hein, je vous ai parlé des crevettes la dernière fois. Ben, ici, c'est une entreprise qui utilise des insectes pour produire de la nourriture et des engrais biologiques. Alors, c'est un exemple d'économie circulaire. On utilise des produits invendus des épiceries qui nourrissent des mouches, qui après ça, elles sont arrivées à maturité et on les produit en nourriture animale. Donc, plusieurs personnes. Donc, au lieu d'avoir des fruits qui s'en vont à l'enfouissement, on a des fruits et des légumes qui deviennent des nourritures pour permettre d'élever quelque chose d'autre. Vous avez Alcoa, donc qui démontre une moins grande empreinte carbone et à cause de ça, elle est en mesure de vendre son aluminium à meilleur prix sur le marché. Ils sont capables d'avoir un premium. Vous allez avoir Cascade. Si vous faites partie de la chaîne d'approvisionnement de Cascade sur quelque forme que ce soit, indique qu'ils ont l'intention en 2030 de diminuer de 22 leur gaz d'émission à effet de serre sur leur scope 3. Si vous êtes là-dedans et vous ne le savez pas, êtes-vous à risque de vous faire sortir? À l'agroalimentaire, regardez les donneurs d'ordre qui sont en action. McCain, 25 Metro, 25 Costco, 20 Combien d'entre vous vendez à ces chaînes de retail? Ben, tout ça, ça va venir vous frapper. Ça va venir vous frapper beaucoup plus vite que vous pourriez le penser. Merci Nancy. Écoute, c'est vraiment impressionnant de penser qu'il y a tant de possibilités et que même les PME peuvent y avoir accès. Alors, ceci étant dit, c'est pas toujours facile hein, de savoir par où commencer. Est-ce que tu pourrais nous aiguiller? Absolument. Je pense que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a plein de choses que vous faites prendre comme action qui vont vous permettre de vous mettre dans une bonne posture. Première chose, il y a 4 grandes étapes pour commencer à intégrer les facteurs ESG. Puis le premier, là, c'est de se faire un bilan. Il faut identifier c'est quoi les enjeux de notre industrie, les prioriser, puis dire c'est quoi moi, où est-ce que je me situe par rapport à ces enjeux-là. Après ça, il faut regarder les opportunités. Vous n'allez pas tout faire. Puis, Seigneur, pensez pas que vous allez le faire non plus. Choisissez. C'est la même chose que quand vous faites votre plan stratégique. Vous avez plein d'opportunités devant vous, plein de clientèle, plein de nouveaux produits, nouvelles offres que vous voulez mettre sur la table. Vous allez choisir hein, en fonction de ce qui est important pour vous, avec lequel il va avoir le plus d'impact. C'est la même chose. Parce que pour vous, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un point tellement criant que c'est de travailler là. J'ai une entreprise qui, elle, est dans le manufacturier. Et Dieu sait que c'est difficile d'avoir des gens qui travaillent ces chaînes dans le manufacturier et qui indiquent
puis on est allé la visiter, qu'elle n'a aucun problème de recrutement. Quand elle ouvre un poste, elle reçoit facilement 40 à 50 CV très qualifiés pour chacun de ses postes. Mais elle s'affiche depuis 11 ans avec des valeurs durables et des valeurs extrêmement fortes au niveau de l'économie circulaire. Vous faites quoi quand vous êtes face à ça? Votre employé qui est talentueux va aller là avant d'aller chez vous? Ben, pour elle, c'est un des éléments critiques. C'est important. Elle, elle travaille également sur son matériel, sourcer son matériel plus local, le rendre à moins grande empreinte carbone. C'est pas parce que vous êtes une PME que vous ne pouvez pas être un influenceur. Vous n'êtes pas juste influencé par votre grande entreprise. Ben, j'en ai une autre entreprise puis, qui nous indiquait que ils vont voir des fournisseurs, puis ils leur demandent, ben moi, j'aimerais ça, ce produit-là, mais dans ce matériel-là, pourrais-tu le faire pareil? Ou pourrais-tu sourcer un matériel qui serait différent? Parce que moi, ça me conviendrait mieux. Vous pouvez être influencé et influenceur. Donc, identifier les enjeux de votre industrie et ceux-là de votre entreprise. Évaluer les opportunités et identifier quelles sont appropriées pour vous. Donc, c'est quelles les opportunités qui sont les plus importantes, impactantes et avec la meilleure rentabilité pour vous. Rentabilité, ça peut être une baisse de coût, une augmentation de l'image de marque, peu importe. Ça dépend qu'est-ce que vous avez comme priorité. Après ça, on fait un plan d'action réaliste. On a les ressources. Peut-on les trouver? On les a-tu internes? Faut-tu les prendre par des partenaires? On peut-tu avoir accès à des laboratoires comme le CIRIEC? On va chercher le financement où? On a les sous, on les a pas. Notre partenaire financier peut-il nous aider? Il comprend-tu ce qu'on est en train de faire? Puis après ça, on communique. Il faut le dire, qu'est-ce que vous faites. Puis oui, je sais, vous allez me parler de l'éco-blanchiment, puis c'est épouvantable. L'éco-blanchiment, ce n'est pas de changer la nature, c'est de prendre des faits et d'expliquer clairement ce que vous faites. Vous êtes capable de mesurer que vous avez augmenté de 3 personnes à 6 personnes dans la diversité dans votre équipe de gestion. C'est un chiffre. Ça ne ment pas, c'est un chiffre. Vous avez fait des efforts conscients pour le faire. Ce qu'il faut éviter, c'est d'en faire un élément de marketing sur lequel on le rend plus gros ou plus ambitieux que la réalité. Ça se dit et ça se communique. Est-ce que vous avez le goût de le mettre sur un document qui va être publié? Votre choix. Mais si vos partenaires vous le demandent, si vous avez des appels d'offres sur lesquels on vous pose des questions puis que vous avez déjà documenté, vous êtes mieux en mesure d'y répondre. J'espère que ça fait du sens pour vous. Fait que la prochaine diapo, c'est on débute par quoi? Je répète encore. Qu'est-ce que vous faites déjà? Faites votre bilan. Je vous le dis, il n'y a pas d'entreprise qui font rien. Vous faites quelque chose. Des fois, c'est dans votre tête. On l'a déjà, on le fait de façon naturelle. Des fois, c'est dans notre cœur, parce que ce sont nos valeurs. On a souhaité créer un environnement durable. On fait de la récupération. On redonne à la communauté. On a peut-être une cause chouchou que nos employés souhaitent participer. Puis la semaine passée, j'étais au sommet du reprenariat. Vous avez peut-être vu, EDP venait de dire justement qu'ils ont créé une fondation pour aider les jeunes qui avaient moins d'accessibilité à avoir des opportunités parce que ça parlait à leur entreprise. On a d'autres grandes organisations qui nous ont dit, ben nous, on a choisi d'être contre le bullying. C'est leur choix. C'est ça qui rassemble leurs employés, ça les motive. Ben, ça peut être des causes comme ça. Ça a plusieurs valeurs. Après ça, on se compare aussi. Qu'est-ce que nos concurrents font? C'est quoi que le marché fait? Est-ce qu'on est là? On se démarque-tu avec ça? Ou on a manqué le bateau? Il aurait fallu qu'on fasse quelque chose d'autre. On ne va pas se cacher la tête dans le sable. Là. On choisit, mais en même temps, il faut remarquer qu'est-ce que les autres font sur le terrain. Puis après ça, on regarde qu'est-ce qui nous manque, sur quoi on devrait travailler et qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait propulser plus. C'est pas compliqué. Ça ne vous demande pas d'être des super GWIS de développement durable. C'est très engrainé dans votre réalité à vous. Venez pas me dire, hey, moi, je fais du transport longue distance, je vais tout mettre des véhicules électriques. Il n'y en a pas de truck électrique à longue distance. C'est pas ça. C'est pas ça votre plan, pas le bon plan. Trouvez-vous un autre plan. Mais ça peut être d'autres choses. Fait que trouvez-vous quelque chose qui est à votre portée. Fait que vous voyez, pas compliqué. On regarde nos opportunités, on fait notre bilan, on établit les priorisations,
Une fois qu'on se met en action, on le documente, on le documente, on le documente. Faites ça, je vous le dis, vous allez être en avance, ça va bien aller. Merci Nancy. J'espère que ceci éclaire nos auditeurs. Ça me donne une envie de leur poser une nouvelle question à laquelle vous pouvez répondre hein, dans le clavartage. Merci beaucoup Emmanuel de l'avoir noté. Pensez-vous avoir la capacité d'agir pour faire un pas en avant en développement durable à la suite de tout ce que Desjardins vient de nous présenter? Puis sinon, qu'est-ce qui vous manque? Alors, pendant que nos participants nous indiquent un petit peu s'ils se sentent mieux équipés pour agir, Nancy, si tu nous parlais un peu de comment le secteur financier est en train d'évoluer en lien avec les ESG. Merci, c'est tellement une excellente question parce que je vois quelques questions qui pensent, puis je le sais, je l'ai vu, puis ça revient tout le temps. OK, mais là, on va-tu avoir des meilleurs taux? Puis là, je vais-tu avoir un prêt extraordinairement intéressant parce que. Sachez que même nous, on apprend, on évolue, puis oui, il y a des choses qui changent. La mise en place de standards. Donc, vous avez entendu le International Sustainability Standard Board. On aime ça, la soupe de l'alphabet, le ISSB, qui est sous les IFRS, donc les états financiers que vous faites, qui sont sous les normes IFRS. C'est des premiers standards de divulgation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous commencez à avoir la capacité de divulguer avec une certaine conformité, maintenant, je peux vous comparer. En ce moment, c'est difficile de comparer. Si jamais vous avez le goût, parce que ça vous tente beaucoup, allez lire une ou deux ou trois rapports de durabilité de grandes entreprises. Vous allez voir, vous allez avoir certains qui ont 45 pages, d'autres 350, puis toute l'information est probablement là, puis pas en même temps. C'est très difficile pour des grandes entreprises de comparer. Mais avec des standards, c'est comme quand vous regardez votre bilan financier, le vôtre puis celui de l'autre qui est sur le même format, ça ressemble pareil, c'est pas mal plus facile pour moi de vous comparer. Qu'est-ce que ça fait quand les standards arrivent et qu'on vous compare? Ben, ça veut dire que j'ai une meilleure facilité de savoir avec qui j'ai plus le goût de faire affaire et avec qui je vais offrir des meilleurs termes et conditions. Vous le savez, hein, le secteur financier, essentiellement, c'est la gestion du risque et de l'opportunité. On prend du risque, vous payez pour le risque qu'on assume que vous nous apportez en fonction de votre profil. Avec les standards, ça s'en vient. On est influencé par ce qui se passe au niveau de l'Europe. Ça se consolide. Oui, c'est chez la grande entreprise, mais ça descend et de plus en plus rapidement dans la PME. Est-ce que vous allez être frappé demain, dans 2 ans, dans 5 ans? Je ne peux pas vous le dire. Il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est très effervescent, mais j'ai l'impression que ça va arriver plus tôt que plus tard parce qu'on le voit, les réglementations locales deviennent de plus en plus fréquentes et évoluent de plus en plus rapidement. Qu'est-ce que ça gère, ça? Ça veut dire qu'on a des nouveaux produits financiers aussi qui commencent à se développer. Fait que oui, ça répond à une des questions. Oui, est-ce qu'il y a des produits? Actuellement, il y a des produits financiers qui sont beaucoup plus adaptés pour la grande entreprise parce que les produits qui sont liés à tout ce qui est développement durable demandent une mesure. Puis on le sait, la donnée, c'est souvent un des enjeux les plus difficiles pour la PME. Ceci étant dit, par exemple, un prêt vert sur vous prenez l'immeuble dans lequel vous êtes et vous souhaitez le rendre plus éco-énergétique, c'est assez facile de voir si vous avez baissé votre facture d'énergie ou non. Ben ça devient des choses avec lesquelles vous allez voir ces produits-là commencent à se matérialiser de plus en plus. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va jouer sur plusieurs choses et le taux d'intérêt n'est pas la seule chose à regarder. Souvent, on a tendance vraiment à avoir le focus sur le taux d'intérêt, mais n'oubliez pas, c'est pas souvent le taux d'intérêt qui vous fait mourir autant que votre flux de trésorerie. Fait que des fois, un prêt plus élevé, mais tendu sur plus longtemps, a une meilleure vélocité dans votre bilan financier que si vous vous retrouvez avec un prêt de plus petit, mais avec un taux d'intérêt plus petit, mais le prêt sur plus petit temps, ben, votre cash flow, il devient impacté beaucoup plus rapidement. Fait que oui, les produits financiers évoluent. Vous allez le voir. Il va y avoir des prêts liés à des objectifs, c'est-à-dire on s'attend à ce que vous ayez diminué 10 de GES entre au début et la fin du prêt. On s'attend à ce que le nombre de personnes de la diversité dans vos équipes de direction ait augmenté de X à X. Oui, ça s'en vient, c'est en évolution, beaucoup orienté vers la grande entreprise, mais ça descend de plus en plus vers les PME. Et oui, les jardins aussi, on est en train de travailler dans cette direction-là. Oui, on intègre les facteurs ESG. Chez Desjardins, depuis 2017 déjà, la grande entreprise est soumise à des grilles ESG lors de notre évaluation de risque. Fait qu'évidemment, on l'a descendu à la ME,
la moyenne entreprise et ça va s'en venir tranquillement vers la PME. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les entreprises qui ont intégré des facteurs de développement durable et ESG dans leurs mesures tendent à être beaucoup moins risquées, plus durables et plus pérennes. Fait que la tendance veut, puis vous l'avez vu au début, vous avez vu là, on parlait de McKinsey, de EcoVadis et Bain, c'est démontré maintenant. On le voit de plus en plus, les études démontrent qu'il y a la rentabilité et des impacts positifs sur la capacité financière de l'entreprise qui intègre ces facteurs-là. Fait que oui, ça veut dire qu'on va commencer à l'avoir, puis ça pourrait faire en sorte qu'un jour, ben, certaines entreprises qui seraient peut-être dans une situation un petit peu moins intéressante au niveau du développement durable pour avoir de la difficulté, quitte à avoir pas d'accès à certains types de financement parce qu'ils ne seront pas dans la bonne posture. Fait que oui, produits financiers, ça veut dire que vous devez commencer à regarder les données que vous avez et vous devez à documenter, documenter, documenter. Moi, j'ai appris hier avec des enfants, là, tu répètes plusieurs fois, c'est là que ça rentre. Documenter, documenter, documenter. Fait que ça, c'est où est-ce qu'on s'en va au niveau du système financier. Merci Nancy. Je m'aperçois, le temps file hein, et on est bientôt rendu donc à la période de questions. Mais juste avant, Nancy, aurais-tu quelques conseils à partager à notre auditoire? Absolument. Alors, ce que je vais vous dire, là, le premier conseil, c'est c'est en pleine évolution. Il y a des changements, mais il y a aussi des opportunités pour vous. La PME est agile, beaucoup plus agile que la grande entreprise. Vous pouvez devenir un allié important de votre chaîne d'approvisionnement si vous faites les efforts dès maintenant pour vous intégrer le développement durable à l'intérieur de vos opérations. Ça peut être des choses qui vont être très payantes et qui vont faire en sorte que vous allez déplacer un concurrent, devenir plus important à l'intérieur d'une certaine chaîne d'approvisionnement. Et on voit les grandes entreprises se posturer à vouloir avoir des chaînes d'approvisionnement. Fait que des opportunités qui peuvent être, vous allez être plus innovant, vous allez mettre un produit que les autres n'auront pas, vous allez mettre une offre de service que les autres. Eh, mon Dieu, je touche à rien puis ça avance. Vous allez émettre des offres de service que les autres n'auront pas. Ça va vous permettre de vous démarquer. L'autre conseil, c'est qu'avec les standards, la comparaison arrive. Qu'est-ce qu'on s'attend? C'est que commencez dès maintenant à documenter ce que vous faites. Documenter, documenter, documenter. Faites votre bilan, regardez ce qui est prioritaire pour vous, mettez-vous en action. Attendez pas. Vous ne pouvez pas tout faire et c'est bien correct, mais faites quelque chose. Démontrez que vous êtes en mouvement. C'est très, très, très important. Et sachez que l'accessibilité au financement et les différentes conditions au financement vont devenir de plus en plus influencées par cette posture-là que vous avez. Fait que plus vous allez être capable de démontrer clairement comment le développement durable est intégré chez vous, comment il est mesuré, plus de chances vous aurez d'avoir un partenariat financier qui va être solide avec votre institution financière. Fait que voilà, ça Merci. serait mes questions du jour. Ça m'amène à la fin. Merci beaucoup, Nancy, pour toutes ces informations puis toutes ces références. Alors, nous sommes maintenant à la période des questions et je vois qu'on en a déjà quelques-unes via le clavardage. Donc, je vais partager la première que j'ai ici. Merci d'abord à Emmanuel d'avoir répertorié tout ça. Une question de Carole Parent, qui demande quelle démonstration, preuve, Desjardins demande dans un contexte de financement. Pour la PME, pour le moment, c'est un peu plus varié, mais je vais y aller sur un sens général. Dans certaines entreprises, quand ils vont être un peu plus grands, quand ils sont un peu plus grands, on va demander des choses un peu plus costauds, qui peuvent être des rapports qui nous proviennent de tierces parties. Je vous donne un exemple. Si on fait une construction qu'on va vouloir plus durable, puis qu'on va chercher certains certifications, que ce soit LEED, BOMA, Nouveau Climat pour les multirésidentiels, ben, on va vouloir avoir ces preuves de certification-là. Ça peut être également dans le cadre de ce qu'on appelle un réaménagement, un rétrofit. Donc, on rénove en profondeur pour réduire. Ben là, ce qu'on va vouloir, par exemple, ça pourrait être une firme d'ingénierie qui nous fournit l'empreinte carbone pré et post le financement. Ça peut être, dans certains cas, des choses très simples comme, par exemple, d'avoir
un équipement puis qu'on voit qu'il est plus éco-énergétique par rapport à l'équipement standard. Puis ça, ben, généralement, c'est de la documentation technique qui appartient à votre fournisseur. On a également dans la plus grande entreprise et pas encore dans la PME, des fois des exigences liées, par exemple, à l'aspect social. Donc, dans certains cas, ça peut être les relations avec les communautés, surtout s'ils s'en vont, par exemple, avec les communautés autochtones, ou encore, ça pourrait être, par exemple, on fait un impact social. Dans certains cas, ça peut être de l'investissement à l'intérieur de certaines causes que l'entreprise souhaite appuyer, sur lesquels on va mesurer les impacts que cette entreprise-là va faire. Fait que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être également des choses très simples, bien très simples. C'est complexe, mais ça peut être également de dire, bon, ben, vous faites votre bilan carbone, vous vous êtes donné une source de réduction, puis à chaque année, on va vouloir que vous nous fournissiez la documentation qui confirme la réduction que vous avez mis en place. Fait que ça peut être très variable. Pour l'instant, dans la PME, c'est encore très peu fréquent parce qu'évidemment, les données ne sont pas toutes là, toutes les PME ne sont pas en action, les standards ne sont pas encore très appliqués à la PME. Mais ça s'en vient de plus en plus. Alors que la grande entreprise, elle est imposée un peu plus depuis un certain nombre d'années. Hmm. Merci Nancy, c'est très, très, très clair. J'ai d'autres questions de Monsieur Luc Yang. Alors, combien de dossiers sont traités par votre équipe par trimestre et ou année en moyenne? Et est-ce qu'il y a une liste d'attente pour les demandes de conseil? OK. Je ne vous donnerai pas le nombre de dossiers parce que je ne vous donnerai pas ma somme. Ceci étant dit, rappelez-vous que Desjardins a au-delà de 400 000 clients entreprises. Notre équipe a été fondée en mars 2022 et à ce jour, on est à peu près une dizaine. Notre objectif n'est pas de remplacer le service conseil, mais d'être des aiguilleurs. Donc, chacune qui s'adresse à leur directeur, directrice de compte chez un fonds Desjardins d'entreprise peut avoir accès à notre équipe. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais dit non à un client. L'année passée, on a fait plusieurs centaines, même milliers d'interventions sur lesquelles on va aiguiller. C'est-à-dire, ben ça s'appliquerait peut-être à une subvention X. Ou dans cette industrie-là, il y a tel élément. Par exemple, dans une cimenterie, si vous dépassez un certain niveau de production, vous êtes soumis à certains critères sur lesquels vous devez être au courant. Nous ne sommes pas des consultants, nous ne réalisons pas de mandat. C'est un service qu'on offre à nos membres clients dans l'objectif de leur donner au moins la capacité de débroussailler. Là, actuellement, c'est un peu le Far West. On a l'impression que tout le monde nous demande tout, on ne sait pas par où commencer. Nous, c'est qu'on veut vous donner au moins la direction pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on demande, à qui, c'est qui est approprié pour nous. Dans certains cas, ça va être des grandes firmes comptables qui se sont toutes équipées de belles ressources au niveau du financement, pas du financement durable, du développement durable. Mais dans d'autres cas, ça va être des plus petites firmes qui sont plus régionalisées parce que vous avez besoin de quelque chose de plus ponctuel et vous êtes une plus petite PME. Mais de savoir laquelle est crédible, laquelle peut faire ce que vous avez besoin, puis est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est là où est-ce qu'on va venir intervenir. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais juste de faire bien de nuance, on n'est pas une boîte de consultants. On est vraiment des aiguilleurs spécialisés à l'utilisation de produits financiers et la compréhension du développement durable dans le secteur d'une entreprise. Bon, je pense que c'est très, très clair. Merci Nancy. Une autre de Luc, Luc Yang. Quelles sont les véritables sphères où le développement durable a fait un changement? Est-ce lié à 89% à l'écologie? C'est ce qui est le développement durable, c'est ce qui est le plus évident parce que l'avantage de l'environnemental, c'est que ça se mesure relativement bien. Évidemment, quand vous rentrez dans l'aspect social puis l'aspect gouvernance, des fois, c'est un petit peu plus difficile de faire des mesures, ce qui veut dire que quand on mesure combien d'eau qu'on a utilisé, combien de déchets qu'on a réduits, c'est quoi notre empreinte carbone, combien d'énergie, dans quelle source, c'est facile, ça se mesure bien, fait que c'est facile, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments en développement durable qui est centré sur le E du ESG. Ceci étant dit, la cybersécurité, actuellement, c'est très, très fort. Vous le savez, Desjardins, on est extrêmement investi là-dedans. Puis ça vient toucher la prévention souvent. Donc, prévenir qu'on perd des données confidentielles de nos employés, prévenir qu'on perd des données importantes de nos clients, prévenir la fuite d'informations basées sur nos informations qui sont tactiques puis très critiques pour nous, par exemple, si vous avez des brevets ou des choses comme ça. Mais ça, ce sont des choses qui sont quand même
pas nécessairement mesurable tant que tu n'es pas frappé, c'est mesurable du moment où tu te fais frapper puis tu es perds. Fait que c'est là où ça devient un petit peu plus challengeant, mais ça reste quand même des choses. Vous allez l'avoir aussi dans certains cas, on va mesurer quelle est la diversité dans l'entreprise. Est-ce qu'on réinsère? Fait qu'il y a certaines entreprises qui viennent nous voir, qu'on a visitées, qui, eux, souhaitent avoir une portion de leurs employés qui vont être des gens de réinsertion sociale ou des gens avec des déficiences. Mais ça se mesure. Toutes choses étant égales, c'est sûr que ça ne sera pas égal partout. C'est juste qu'on entend plus le E parce que la réalité des choses, c'est que pour atteindre la carboneutralité, c'est le E qui actuellement il y a le plus qui est l'impact. Right? Merci Nancy, merci beaucoup, beaucoup. Une dernière de Monsieur Luc Yang, hein, qui est très... Merci beaucoup, c'est parfait. Avez-vous de la documentation contenant une liste des entreprises ayant utilisé vos services? On ne peut pas vous fournir de l'information par rapport à nos membres clients parce que justement, tout comme toute en société, on est tenu au secret de nos clients. Si les clients souhaitent indiquer qu'ils veulent être publicisés. Puis, si vous venez, par exemple, si vous êtes venu au sommet du reprenariat, on a parlé de EDP, ben, vous le savez. Si vous venez, par exemple, au sommet de la finance durable, vous allez voir que je suis sur un panel avec deux de mes membres clients, CA et Cotemo. Vous allez voir rapidement avec qui on fait affaire. Et vous voyez, ce sont des entreprises qui sont dans des spectrums totalement différents. Cotemo, une PME, et CAE étant une très, 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 très grande entreprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec 400 000 clients et plus, j'en ai pas mal. En effet, oui, ça, je pense que je pense que c'est clair. Je voudrais juste, j'ai Alain Vaillancourt qui, j'aime beaucoup là, une idée de financement durable pour des jardins. Offrir le financement à peu de frais pour des initiatives éco-responsables, par exemple, achat d'un véhicule électrique. Oui, J'aimerais ben, ça fait t'entendre là-dessus. partie. Ben oui, ça fait partie des choses. C'est ce qu'on appelle des prêts verts ou des prêts durables. Oui, ça fait partie des choses qui s'en viennent de plus en plus. Vous allez le voir, ça va devenir. On le fait parce qu'on a des prêts immobiliers verts, des prêts pour des véhicules à faible émission. Ceci étant dit, je vous répète, on change des modèles. On est dans le secteur financier, il faut qu'on change nos modèles d'évaluation du risque. Pour être capable de faire ça, si je me base sur mes anciens modèles, ben, ça ne fonctionne pas très bien parce que la problématique que vous avez, c'est que souvent, par exemple, si vous mettez aujourd'hui des panneaux solaires sur un immeuble ou encore vous choisissez d'aller vers un véhicule à faible émission, il vous coûte plus cher que l'équivalent normal, right? Bon, ben, mon modèle, il n'est pas basé pour être capable de calculer que ça, c'est plus durable. Il est basé sur des faits financiers. Il coûte plus cher, puis il reste sur le même temps, fait que j'ai un risque plus élevé. Fait qu'il faut que j'évolue sur mon évaluation du risque. Et c'est ça qu'on est en train de faire au niveau des institutions. Si vous pensez que vous êtes en train d'innover, nous autres aussi, actuellement, au niveau du secteur financier, c'est ce qu'on fait. On est en train d'innover nous-mêmes, à essayer de dire comment qu'on peut le faire, puis rendre le jugement le plus uniforme possible. Fait que c'est pour ça qu'on crée des équipes comme la nôtre qui vient aider à comprendre quels sont les risques, quelles sont les opportunités. Fait que oui, ça s'en va dans cette direction-là. Restez à l'affût. On croise les doigts que dans les prochains mois, prochaines années, vous devriez voir cette panoplie de produits-là et services qui vont se développer. Ou encore, mieux encore, si on n'a pas besoin de le faire en produits séparés parce que c'est intégré dans notre DNA standard, ce qui veut dire qu'on est capable de le faire sans être obligé d'avoir un produit différent parce que notre analyse de risque nous le met directement dans le produit et donc vous bénéficiez pareil d'avantages. Merci beaucoup, Nancy. On aurait peut-être le temps encore pour une question. Est-ce que dans le chat, Emmanuel, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, Monsieur Jean-Yves Leclerc. Merci. Donc, on va passer. Donc, ce sera une dernière question. Pour les entreprises qui ont déjà apporté des changements depuis 10 ans, mais qui n'ont pas vraiment documenté, peuvent-elles aller renégocier avec vous? Ben, la réalité des choses, c'est que c'est ça qui est le fun avec le financement, c'est que le financement, c'est toujours en négociation. Hein. La réalité des choses, c'est que vous avez des termes, vous allez revenir, vous allez négocier, vous allez nous présenter où est-ce que vous en allez. Ça va être important de documenter qu'est-ce que vous avez fait et comment vous vous posturez. Puis, la réalité des choses, c'est qu'on ne se le cachera pas. S'il y a 10 ans, vous aviez commencé à documenter, j'aurais dit bravo, mais je ne suis pas sûre que vous auriez eu l'écoute nécessaire pour vraiment bien comprendre qu'est-ce que vous présentez. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. On commence à avoir une meilleure compréhension de ce que vous nous présentez et comment ceci dérisque votre dossier. Fait
revenir nous voir et dire, écoutez, je vais renouveler mon hypothèque, je vais refaire un financement, je vais renouveler ma marge de crédit, je vais aller financer un nouvel équipement en disant, voici ma feuille de route sur 10 ans et voici où est-ce que je m'en vais pour les prochains 5, ça fait totalement du sens d'avoir ça. Mais d'arriver puis de dire, mon prêt que j'ai fait il y a 2 ans, je voudrais le renégocier au complet aujourd'hui, puis il vient à terme seulement dans 3 ans, pas sûr que c'est nécessairement là où vous voulez aller. Est-ce que ça répond à votre question, Jean-Yves? J'imagine que oui, ça a été très, très complet. Alors, je n'ai plus de questions dans le chat, donc j'espère que vous avez osé poser vos questions parce que c'est vraiment le temps de le faire. S'il y a encore une petite question, on aurait le temps pour une dernière question, donc allez-y, je vous laisse une petite 2-3 secondes s'il y a des gens qui veulent noter une dernière petite question. Ça a l'air d'être correct pour tout le monde. Bon, c'est parfait. Au moins, ça a été très complet. Donc, nous sommes à la fin de ce superbe atelier. Alors, ce que je vous disais, vous allez recevoir par courriel la vidéo de l'atelier et la présentation de Nancy. Nancy, je te remercie infiniment. Ça a été, j'ai bu tes paroles pendant 1 heure. Ça a vraiment été exceptionnel. Alors évidemment, je remercie à nouveau Desjardins et la Ville de Québec. Merci à vous toutes et tous. Puis Nancy, un petit mot de la fin? Ce que je vais vous dire, c'est que n'hésitez pas, surtout si vous êtes membre client de Desjardins, de venir nous voir, de nous solliciter. Si vous ne l'êtes pas, devenez-le, parce que je pense qu'on a quelque chose de super le fun pour vous. Et mettez-vous en action. Peu importe ce que vous allez faire, aussi petit soit-il, c'est pas grave, mettez-vous en action. Ne restez pas en statu quo, c'est la seule chose que je vous demande. C'est ça qui va faire la différence pour tout le monde. C'est un mot de la fin exceptionnel. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, début de journée, et au plaisir de vous revoir dans un autre atelier. Bonne journée tout le monde. Merci. Merci, c'est une belle opportunité.